j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis dans mon grenier, nous sommes dimanche après-midi, il est environ 15 h, il fait 35 degrés dehors et environ 35 degrés dans mon grenier. J'ai très chaud, donc je n'ai fait aucun effort vestimentaire, maquillage, coiffure, zéro, c'est nul, j'ai une peau dégueulasse. Je vais transpirer, bon, on s'en fout, j'imagine que vous êtes là plus pour le contenu que pour ma tête, en tout cas j'espère. Je m'excuse aussi d'avance, vous allez entendre un bourdonnement en arrière-fond, il s'agit de mon ventilateur, puisque sans ventilateur c'était complètement impossible de tourner cette vidéo, et j'ai même retrouvé un autre accessoire absolument extraordinaire, mon éventail que je vais à mon avis beaucoup utiliser pendant ce tournage. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un update lecture ou un bilan lecture du mois d'août, puisque je pense que ça fait un peu plus d'un mois que je ne vous ai pas tourné un update lecture, donc ça pourrait prendre la forme de bilan. J'ai quand même 10 livres à vous présenter, ce qui est assez énorme, je ne pensais pas avoir autant lu ces dernières semaines. Je ne sais pas si je vais réussir à vous parler de tous ces livres dans une seule et même vidéo, sinon ça va durer 1 heure, donc je pense que c'est pas la peine. Je couperai peut-être cette vidéo en 2 parties. Ou alors, ce qui est plus probable, au bout de 5 ou 6 livres, j'aurai tellement chaud que j'arrêterai et je vous parlerai de la suite une prochaine fois. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous parler de L'Enlouve et de L'Enphâron, du 2e tome des Autodafeur, de Asynchrone, des Petites Reines, du 1er tome de Louis le Gallou, de Rendez-vous en Irlande. L'Enphâron et L'Enlouve sont deux très courts romans qui font partie d'une collection qui s'appelle Les Humanimaux. C'est écrit par Éric Simard, c'est publié chez Syros dans la collection Mini Syros. Dans cette collection, chaque titre met en avant un personnage différent, un petit personnage qui est à la fois mi-humain, mi-animal, d'où le titre de la série Les Humanimaux. De mon côté, j'en ai donc lu 2, L'Enlouve et L'Enphâron, avec une très large préférence pour le second, L'Enphâron, qui a été le premier écrit par Éric Simard dans cette série et qui a reçu de nombreux prix littéraires pour la jeunesse. À travers 42 pages à chaque fois, l'auteur met donc en avant un petit personnage qui possède les défauts et les qualités liées à sa nature à la fois animale et humaine. Par exemple, L'Enphâron, c'est un petit garçon qui est très rêveur, donc qui est très mauvais à l'école parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, mais qui à côté de ça est très bon en poésie. De son côté, L'Enlouve, qui est plutôt une petite fille, effraie un petit peu tout le monde parce qu'elle a un aspect prédateur, loup oblige, mais en même temps son instinct animal lui dicte la meilleure façon de s'occuper des nourrissons. Alors évidemment, vous l'avez compris, toutes ces courtes histoires permettent à Éric Simard d'aborder des thèmes comme la différence et la tolérance, et généralement c'est fait avec beaucoup de tendresse et beaucoup de poésie, notamment pour L'Enphâron qui vraiment de ce côté-là m'a énormément plu. J'ai trouvé que c'était très tendre, très émouvant, très beau, très poétique. La maison d'édition préconise cette série plutôt à partir de 9 ans. Pour ma part, je pense que si votre enfant est accompagné d'un adulte ou s'il se débrouille déjà très bien en lecture, il peut commencer dès 7-8 ans à s'approprier cette série qui, je pense, lui parlera beaucoup. J'ai ensuite poursuivi avec le tome 2 des Autodafeur, dont le sous-titre est « Ma sœur est une artiste de guerre ». Vous sentez que j'ai réfléchi quand même. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, en plus d'avoir très chaud, je commence à avoir très mal à la tête. Donc je pense que mes propos ne vont pas toujours être très intelligents et très intelligibles. J'ai aussi oublié de vous dire que pour les 2 livres précédents et pour les Autodafeur, il s'agissait d'emprunts à la médiathèque, emprunts que j'ai déjà rendus évidemment, donc je ne peux pas vous montrer les livres, il y aura donc, comme d'habitude, un petit montage avec l'image là. Normalement il y a assez de place, j'espère. Alors je cherche comment vous résumer le 1er tome de ces Autodafeur. Et j'ai du mal, j'arrive pas trop à trouver mes mots, mais ça va être compliqué de vous parler de ce 2e tome si vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. Donc les Autodafeur, c'est une histoire d'aventure, on va suivre un frère et une sœur, Auguste et Césarine, qui découvrent dans le 1er tome qu'en fait leur famille possèdent un secret ancestral, qu'ils font partie d'une société secrète et qu'ils essayent tant bien que mal de protéger l'humanité, de protéger l'histoire de l'humanité en essayant de sauvegarder les livres, en gros. Parce qu'évidemment, ils ont des ennemis, les Autodafeur, qui eux essayent de détruire toutes les connaissances, tous les livres, et donc de remanier l'histoire de l'humanité. Parce qu'effectivement, c'est grâce aux livres, à l'écriture, que l'histoire reste, que les
événements restent, parce que si on n'a que l'oral, ça peut se transformer au fil du temps, alors que l'écrit, ça reste quand même une preuve, ça laisse une trace un peu plus sûre que l'oral. C'est pas très clair tout ça. Donc le premier tome que j'ai lu il y a quelques semaines à peine et que je suis bien en peine de vous résumer maintenant, c'est dire à quel point je suis fatiguée et à quel point j'ai une mémoire de poisson rouge, m'avait beaucoup plu parce que j'avais trouvé que c'était très dynamique, j'avais beaucoup aimé le fond, ce côté société secrète, et puis j'avais trouvé que c'était bien écrit, divertissant, et j'avais surtout beaucoup apprécié les personnages attachants que sont Auguste et Césarine. Dans le premier tome, l'auteur Marine Carteron mettait tout en place, l'univers, l'intrigue, les personnages. Ici c'est un peu plus un tome de transition puisque elle prend un peu plus le temps de montrer l'évolution de ces personnages justement, donc c'est peut-être un peu plus psychologique que dans l'action pure et dure, même s'il y a tout de même pas mal d'action dans ce deuxième tome. Dans le premier tome, Auguste c'était un adolescent un petit peu lambda, avec une grande gueule, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, mais il avait ce côté très léger, très je prends rien au sérieux. Là, avec tout ce qui s'est passé précédemment, il a pris quand même une grande claque dans la gueule, et donc ça l'a fait grandir plus vite que prévu, et il se rend compte qu'il a quand même une grande responsabilité sur les épaules. Alors il reste toujours quand même assez léger dans la narration, dans ses propos, mais on sent quand même une plus grande gravité dans tout ça. J'ai bien aimé son évolution, j'ai trouvé que c'était assez crédible et assez bien mené. De son côté, Césarine, qui je vous le rappelle est une petite fille autiste, donc qui a une façon différente de montrer ses émotions, une façon différente de s'exprimer. Là justement, elle va découvrir ce que c'est que de ressentir des émotions. Et elle va justement découvrir ce que c'est que d'exprimer ses émotions. J'ai trouvé que c'était hyper émouvant, hyper attendrissant de voir cette petite fille autiste qui découvre ce que c'est que ça fait de pleurer, parce qu'elle n'avait jamais pleuré avant, qui comprend enfin qu'elle a perdu plusieurs membres de sa famille, que sa mère est dans le coma suite à tout ce qui s'est passé dans le premier tome. Bref, elle encaisse tout ça et elle évolue énormément. Et Césarine, c'est vraiment un personnage hyper charismatique qu'on adore. Vraiment, je pense que tout le monde a adoré ce personnage. Tous ceux qui ont lu les Autodafeur ont trouvé ce personnage hyper attachant. Et on a forcément beaucoup d'empathie pour elle. Donc vraiment merci à Marine Carteron d'avoir créé un personnage aussi fort, aussi original, aussi atypique. C'est un plaisir de la suivre et de la voir évoluer. Donc voilà, comme je vous le disais, on suit les personnages à travers des chapitres différents, des chapitres qui sont dédiés au point de vue d'Auguste. Ce sont des chapitres qui sont quand même un peu plus nombreux, et donc là on voit un peu plus de gravité dans ses propos. Et puis il y a également quelques chapitres, un peu moins nombreux mais quand même, qui sont dédiés à Césarine, donc c'est elle qui prend la parole. Elle a toujours un style très concis, à la limite du clinique, mais en même temps, voilà, comme elle est toute chamboulée à l'intérieur d'elle-même, son style est un petit peu plus développé. Elle nous parle un peu plus longuement, même si ça reste quand même assez court. J'ai d'ores et déjà emprunté le troisième tome, d'ailleurs il faudrait que je le lise très vite puisque je suis déjà en retard pour le rendre. Je pense, à mon avis, qu'après ce deuxième tome un peu plus transitionnel, bref, après ce deuxième tome un peu plus de transition, le troisième tome à mon avis sera beaucoup plus dans l'action et ça risque d'être pas mal explosif. Ensuite j'ai lu Asynchrone de Fabien Clavel aux nouvelles éditions Lynx. Ouais, j'ai du mal à faire ça en même temps et à parler en même temps, ça va être dur. Si je dis nouvelle édition, c'est parce qu'effectivement la maison Lynx vient d'ouvrir ses portes il y a quelques mois seulement et qu'il n'y a pour le moment que 2 titres au catalogue de la maison, celui-là et un autre de Johan Elio qui est le premier tome d'une série dont je ne me souviens plus le nom. Mais de toute façon je ne l'ai pas lu, je suis là pour vous parler de Asynchrone de Fabien Clavel. Il s'agit d'un tome unique et sincèrement ne vous fiez pas trop ni à la couverture ni à la quatrième qui finalement ne sont pas très représentatifs je trouve de ce qu'on va trouver dans ce livre.
Sincèrement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en lisant ce roman et j'ai été très surprise d'y découvrir une histoire de voyage dans le temps, surprise mais dans le bon sens. Cora, l'héroïne, est donc une adolescente qui rend visite à ses parents qui sont deux scientifiques qui travaillent à un accélérateur de particules. Elle leur rend visite et elle a l'occasion ce jour-là de justement découvrir leur lieu de travail, de découvrir cet accélérateur de particules. Sauf que ce jour-là, une explosion a lieu et a priori il s'agit d'une explosion criminelle. Les deux parents de Cora meurent sur le coup, ainsi que d'autres scientifiques qui étaient sur place, et Cora, elle, se réveille à l'hôpital d'une période de coma, et elle se rend compte, en plus d'être orpheline, qu'elle a reçu, après cette explosion, la capacité de voyager dans le temps. Elle va donc mettre à profit ce nouveau don, ce nouveau pouvoir, pour tenter de changer le passé. Elle va essayer de sauver ses parents, sauf que Cora a, depuis qu'elle est née, une maladie, une malformation cardiaque qui la rend très fragile, et ces sauts dans le temps la fragilisent encore plus. Donc elle va devoir jongler entre sa fragilité, l'urgence de la situation et vraiment ce désir très fort de sauver ses parents, de changer le passé. Elle va être aidée dans cette mission par un autre personnage, un jeune homme qui s'appelle Théo, qui est un policier très jeune, et évidemment entre eux va naître une romance. Bon, comme d'habitude, je trouve que la romance est trop rapide et trop facile, même si elle trouve son explication dans les sauts dans le temps, mais je ne vous en dis pas plus. Mais en même temps, je ne suis pas le public vraiment cible lorsqu'il s'agit d'histoires d'amour. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, ce sont les théories qui sont mises en avant par Fabien Clavel au sujet du voyage dans le temps. C'était un petit peu le cas dans le manga Orange, qui revenait un petit peu sur cette idée que le temps n'est peut-être pas qu'une ligne unique, mais plutôt un arbre qui aurait plusieurs branches et que en gros plusieurs branches temporelles pourraient se superposer et donc on pourrait être à plusieurs endroits en même temps et vivre plusieurs choses différentes, enfin vivre une situation différemment voilà, sur plusieurs espaces-temps. C'est un petit peu compliqué, j'espère que c'est quand même assez clair. Mais j'aime bien cette idée. Et donc forcément ça pose la question de est-ce que si on change quelque chose dans le passé, ça aura une implication dans le présent et dans le futur. L'autre chose que j'ai trouvé assez sympa dans cette histoire, ce sont les titres de chapitres qui trouvent leur explication à la fin. Au début j'y avais pas fait très attention et au final quand on a lu le livre et qu'on est arrivé à la dernière page, on comprend pourquoi Fabien Clavel a choisi ces titres de chapitres et pourquoi il a découpé son histoire en 12 courts chapitres. Exactement. Donc Asynchrone pour moi c'est un roman qui s'est révélé assez surprenant parce que j'imaginais pas du tout trouver ce que j'ai trouvé entre ces pages. Il y a quelques défauts, mais sincèrement pour une lecture destinée aux adolescents et aux jeunes adultes, j'ai trouvé ça bien écrit, dynamique, bien mené, bref, une lecture divertissante que je vous invite à découvrir si vous en avez l'occasion. Je me suis ensuite tournée vers de la littérature beaucoup plus contemporaine, même si toujours jeunesse, ou en tout cas plutôt destinée à un public jeune, puisque je me suis enfin lancée dans Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, et moi j'ai la version France Loisirs. C'est un roman qui a fait grand bruit il y a quelques années, qui a eu énormément de succès. J'étais assez curieuse de le découvrir mais j'en avais pas encore eu l'occasion. Et c'est à force d'en parler avec mes collègues, et notamment Fabienne, si tu passes par là, merci, que j'ai eu vraiment envie de m'y plonger. Parce que justement ma collègue m'a dit que c'était vraiment très très bon, que ça prenait vraiment le contre-pied de tout ce qu'on pouvait trouver en littérature jeunesse ces derniers temps. Et voilà, elle m'a encouragée à le lire et donc je la remercie parce que ça m'a poussée à le découvrir un peu plus vite et ça a vraiment été une très belle lecture, même un coup de cœur, j'ai adoré. Les Petites Reines, c'est l'histoire de 3 adolescentes, Mireille, Astrid et Akima, qui ont respectivement été élues boudin de bronze, boudin d'argent, non, boudin d'or et boudin d'argent lors du concours des boudins organisé dans leur collège-lycée par des élèves fort sympathiques. Donc si elles ont été élues toutes les 3 lors de ce concours, c'est qu'elles possèdent un physique ingrat, ou en tout cas un physique hors de la norme. Et si Mireille, qui est la plus âgée, qui a 16 ans,
le prend assez bien puisqu'elle est habituée à cette compétition et à un harcèlement scolaire depuis plusieurs années. Astrid et Mireille sont quant à elles assez dévastées par la nouvelle et on le comprend. Astrid parce qu'elle est nouvelle dans la région, donc c'est la première année dans ce lycée, je crois qu'elle a 15 ans Astrid, elle est juste en dessous de Mireille au niveau de l'âge. Et Akima, la plus jeune, qui a 12 ans il me semble, c'est pareil, c'est la première fois qu'elle est élue puisque elle vient tout juste d'arriver au collège quasiment. Les trois jeunes filles prennent le résultat de cette élection en pleine tête et c'est à cause ou grâce à cette compétition qu'elles vont se découvrir, qu'elles vont se rencontrer et que tout le reste de l'aventure va se déclencher. Puisqu'elles vont se rendre compte toutes les trois qu'elles ont un point commun, en plus de leur physique disgracieux, c'est qu'elles ont toutes un intérêt à être présentes à la garden party qui se déroulera à l'Elysée le 14 juillet. Toutes les trois pour des raisons différentes, mais toutes les trois elles ont besoin d'aller à cette garden party. Mireille, elle, c'est pour rencontrer son vrai père, son père biologique. Astrid, c'est parce que elle souhaite absolument rencontrer le groupe Indochine dont elle est hyper fan, ce qui m'a beaucoup fait rire puisque quand j'étais adolescente j'étais moi-même très fan d'Indochine, donc j'ai trouvé les références assez amusantes et totalement vraies. Et Akima, elle souhaite se rendre à cette garden party à cause de son frère aîné qui est devenu paraplégique suite à un combat, un incident, je ne sais plus dans quel pays, mais bref, son frère faisait partie de l'armée. Suite à un combat, il s'est fait tirer dessus et il est revenu en fauteuil roulant. Et elle souhaite aller à l'Elysée pour rencontrer les supérieurs, les anciens supérieurs de son frère et pour leur dire sa façon de penser. Voilà, donc toutes les trois ont ce but en commun. Au début, elles parlent de ce projet en plaisantant, en faisant des petites blagues et puis au final, ça va se concrétiser. Elles vont partir toutes les trois en vélo jusqu'à Paris, donc de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris. Elles vont faire tous ces kilomètres en vélo sur plusieurs jours et pour gagner un petit peu d'argent sur la route, elles vont vendre des boudins. Donc une aventure complètement loufoque, invraisemblable au possible, et pourtant ça m'a énormément plu. Parce que derrière ce côté invraisemblable, derrière ce côté loufoque, derrière l'humour et l'exagération des traits de caractère, je trouve que l'auteur Clémentine Beauvais met le doigt sur des réalités adolescentes et sur des thèmes adolescents qui sont au contraire assez dramatiques comme le harcèlement scolaire, comme le regard des autres, etc. Donc toute cette exagération que je peux parfois pointer du doigt dans certains romans adultes, ici ça ne m'a pas du tout gênée puisque c'est utilisé à bon escient et que c'est nécessaire à mon avis. J'ai trouvé cette histoire à la fois rafraîchissante, dynamique, très drôle mais aussi très émouvante, bref absolument vivante. À travers ces trois jeunes filles qui ont un physique assez disgracieux, qui sont un petit peu l'antithèse des héroïnes qu'on peut voir généralement en littérature jeunesse, qui sont des super héroïnes assez badass, avec un assez bon physique, une très bonne répartie, bref, qui sont assez parfaites. Voilà, on les découvre dans une aventure dans laquelle elles vont se dépasser, elles vont aller au-delà d'elles-mêmes, elles vont faire de très belles rencontres, elles vont aussi pas mal souffrir sur le chemin, souffrir physiquement, souffrir moralement, puisqu'elles vont subir les regards des autres, encore plus que dans leur quotidien puisque cette aventure va être suivie par les réseaux sociaux, par les médias, ça va faire le buzz. Donc elles vont subir des commentaires parfois très bienveillants de parfaits inconnus, mais aussi parfois complètement odieux, et donc très grande réalité des médias, d'internet, des réseaux sociaux, etc. Voilà, on va les suivre dans tout ça et au final elles vont vivre une très grande aventure, elles vont se sentir vivantes, elles vont se dépasser, elles vont s'accomplir et j'ai trouvé ce message vraiment très beau, très fort, beaucoup d'émotions, bref, une très belle lecture que je recommande à la fois aux ados de 15 ans qui se reconnaîtront peut-être dans les héroïnes, mais également pour les adultes comme moi qui ont quasiment la trentaine. Franchement, je trouve que c'est un roman qui peut toucher n'importe quelle génération, qui a un message universel très beau. Bref, une super réussite, un beau coup de cœur.
J'ai ensuite enchaîné avec le premier tome de Louis le Gallou de Jean-Luc Marcastel et il me semble que j'ai lu la version du livre de poche. Le premier tome a comme sous-titre Un village au bout du monde. Si j'ai lu ce livre, c'est parce que Jean-Luc Marcastel sera présent aux Aventuriales les 23 et 24 septembre et j'avais envie de lire quelque chose de l'auteur. J'avais déjà découvert l'auteur il y a quelques années à travers son roman ado Le Dernier Hiver, il me semble, que j'avais pas beaucoup apprécié. J'avais trouvé qu'il y avait de bonnes idées, mais j'avais quand même eu un ressenti assez mitigé sur cette lecture. J'avais envie de lire autre chose de l'auteur, parce que c'est un auteur que je vois très régulièrement en salon, notamment aux Imaginales chaque année, qu'il fait des dédicaces absolument extraordinaires dans les livres. Et voilà, j'avais envie de lire autre chose de lui pour pourquoi pas aller lui acheter un de ses livres, aller lui parler. Donc je me rends compte, après 3 ou 4 semaines, que je suis bien en peine de vous résumer le premier tome de ce Louis Gallou, qui est quand même un tome assez introductif, qui m'a pas mal plu, même si ça reste assez jeunesse, mais en tout cas qui me rend assez curieuse de lire la suite. Donc Louis le Gallou, ça se passe en Auvergne, ça se passe dans le Cantal, pas très loin d'Aurillac, dans les montagnes. On fait la connaissance de Louis, le jeune héros qui vit dans la demeure seigneuriale de ses parents en compagnie de ses 3 frères et de son père et de sa mère. Donc son père qui est un tyran, un seigneur tyrannique, sa mère qui est complètement soumise à son époux et qui est assez cruelle, et ses 3 frères, donc les 2 aînés qui sont des brutes sanguinaires, un petit peu comme le père, et puis son dernier frère avec lequel il vit une relation très forte, très fraternelle. Ils s'entendent très très bien et heureusement qu'ils sont là l'un pour l'autre, sinon la vie quotidienne serait très compliquée. Dans ce premier tome, on fait la découverte de cet univers et des personnages principaux. Univers que j'ai eu du mal en fait à me représenter dans le temps. J'ai eu du mal à savoir s'il s'agissait d'une histoire qui se déroulait plutôt dans notre passé, puisqu'il y a un côté très médiéval, ne serait-ce que dans les figures qui sont présentées, la figure du seigneur, la figure du curé, du prêtre, enfin je sais plus, la figure du religieux quoi. Et puis également dans le vocabulaire, dans le patois utilisé, il y a un style qui fait très temps ancien, qui fait très médiéval, qui fait très ancien français, même si c'est pas le cas parce que le vrai ancien français est absolument impossible à lire. Je vous invite à essayer de lire un Chrétien de Troyes en ancien français. On comprend quasiment rien, il n'y a aucun mot qui ressemble à notre français moderne, donc là c'est pas tellement le cas, mais disons que ça ressemble à un français un peu plus classique, plutôt 16e. Bref, j'ai eu du mal à savoir s'il s'agissait voilà, d'une histoire qui se déroulait dans un passé un peu plus médiéval, un peu plus moderne, dans le sens époque moderne, donc 16e siècle, ou s'il s'agissait au contraire d'une histoire qui se déroulerait peut-être dans un futur post-apocalyptique dans lequel une sorte de brèche serait apparue dans le Cantal, en Auvergne, une brèche de laquelle seraient sorties des créatures un petit peu maléfiques qui transformeraient les gens. Voilà, donc j'arrive pas à me placer. Bon bref, ça n'a pas tellement d'importance, hein, vous me direz, mais je me suis posé la question. Dans cet univers, en fait, il y a des loups-garous, des galous même, et on va découvrir que Louis est en fait l'un d'eux. Il n'est pas tellement humain, il se révèle être un galou. Et va se poser la question de savoir s'il va réussir à maîtriser la bête, l'animal qui est en lui, ou pas. Et donc il va trouver un mentor et il va être accompagné de son frère et d'une figure féminine et il va partir sur les routes. Voilà en gros ce qu'on découvre dans le premier tome. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment très introductif et je pense que l'histoire va vraiment démarrer dans les tomes suivants. Il y en a 5 en tout. J'ai surtout apprécié l'utilisation d'une narration et d'un vocabulaire qui fait très médiéval comme je vous le disais et qui donne l'impression d'avoir un ménestrel, un troubadour, un conteur qui nous raconterait tout ça au coin du feu. Ça donne un charme vraiment particulier à cette histoire, à ce conte. J'ai beaucoup apprécié cet aspect là et c'est pourquoi je lirai le tome 2 je pense assez rapidement dès qu'il sera rentré à la médiathèque. Pour le moment il est emprunté il me semble. Bref, ça reste quand même assez jeunesse et en même temps ça fait quand même rêver les adultes que nous sommes. J'ai changé complètement de genre puisqu'ensuite j'ai enchaîné avec Rendez-vous en Irlande de Lynne Graham et c'est aux éditions Harlequin collection Jade.
J'ai choisi de lire ce livre puisque j'avais envie d'une lecture assez légère, assez estivale, et qu'en plus il faisait partie des 5 titres qui étaient sortis en premier lorsque je vous ai demandé de choisir mes lectures lors du 7e épisode du challenge Wildpal. On va découvrir notre héroïne qui s'appelle Aleth, TH, donc vous le prononcez comme vous voulez. Qui vit en Angleterre, qui travaille en Angleterre, qui va perdre son travail parce qu'elle va faire une erreur et qui en plus va se faire larguer par son fiancé, l'homme avec qui elle pensait se marier. Ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble et voilà, elle se fait larguer. Elle surprend donc son fiancé dans les bras de sa propre sœur. Elle est complètement dévastée, mais elle va profiter d'un héritage un petit peu miraculeux, en tout cas qui tombe très bien. Elle va accepter cet héritage et elle va donc se retrouver propriétaire d'un cottage sur la côte atlantique de l'Irlande, dans le Kerry très exactement. Elle va donc profiter de tout ça pour commencer une toute nouvelle vie, pour se reconstruire, et ça va lui être assez profitable. Malheureusement pour elle, elle va se rendre compte qu'en plus du cottage, elle est aussi devenue propriétaire des dettes de son aïeul et que pour rembourser tout ça, elle va devoir s'associer avec Raphaël Cavaliere, le propriétaire terrien le plus riche du coin et qui est aussi son voisin et qui est un parfait connard. En plus d'être absolument magnifique, parce que forcément, les milliardaires trentenaires sont magnifiques et sont célibataires. Parce que oui, vous le voyez venir, forcément ce célibataire trentenaire magnifique qui jusque-là ne collectionnait que les conquêtes du côté des mannequins va tomber sous le charme de sa nouvelle voisine qui est pourtant une petite bonne femme rouquine avec les cheveux bouclés, un petit peu rondouillarde et complètement naturelle, pas du tout intéressée par la mode, les fringues, tout ça, enfin très loin des mannequins. En gros. Bon, si en plus de ces clichés, on passe outre le fait que dès son arrivée dans ce coin paumé d'Irlande, en pleine campagne irlandaise, Aleth va attirer les convoitises de 3 magnifiques hommes trentenaires, célibataires, bien sous tout rapport, riches, ou pas forcément riches, mais vraiment très bien, très gentils, très travailleurs, tout ça. Parce que évidemment, n'est-ce pas, en pleine campagne irlandaise ou n'importe où d'ailleurs, vous avez toujours 3 ou 4 célibataires trentenaires absolument magnifiques, célibataires, qui se jettent à vos pieds, bien sûr. Je vous raconterai ça dans 9 jours exactement, quand je serai en campagne irlandaise, donc dans le Connemara, un petit peu au-dessus du Kerry, mais vraiment pas très loin. Je verrai si 3 célibataires trentenaires, milliardaires, très beaux, se jetteront à mes pieds. Je vous raconterai ça. Bon, j'ai très peu d'espoir, hein, mais sait-on jamais. Excepté ça, j'ai trouvé que c'était une romance plutôt sympathique, plutôt divertissante. À part le début et à part la fin. Au début, ce qui m'a fortement déplu, c'est l'héroïne. Quand j'ai vu comment ça commençait, je me suis dit que ça allait pas le faire du tout. En fait, dans le premier chapitre, on découvre une jeune femme, mais complètement soumise à son fiancé, qui se fait engueuler parce qu'elle n'est pas allée chercher son costume au pressing ou quelque chose comme ça, et qui surtout réagit même pas à ça en fait. J'ai trouvé ça, mais c'est une serpillière la nana en fait. Elle se fait marcher sur les pieds et elle réagit pas. Et alors quand j'ai lu ça, je me suis dit oh là 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 là, ça va très mal commencer entre l'héroïne et moi. Et si ça continue comme ça, je pense que je vais abandonner le livre, c'est pas possible. Et en fait ça ne dure qu'un chapitre. Dès qu'elle est libérée de l'emprise de son ancien fiancé, dès qu'elle se retrouve en Irlande, Aleth se révèle être une héroïne forte, indépendante et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et donc j'ai bien aimé cette progression, cette évolution dans le caractère, j'ai bien aimé. Voilà, donc ça c'est cool. Par contre la toute fin, sans me décevoir parce que je la voyais venir, me blase à chaque fois, mais c'est toujours pareil dans les romances. Ça finit toujours forcément par une demande en mariage. Et surtout lorsque le héros masculin était à la base un coureur de jupons qui ne souhaitait absolument pas se marier. Et ça m'énerve.
Parce qu'on a l'impression qu'une histoire d'amour doit forcément se solder par un mariage et que si ce n'est pas le cas, les gens ne seront pas heureux et ça ne marchera pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas continuer tous les deux à vivre le moment présent, à vivre de bons moments sans forcément se passer la corde au cou, la bague au doigt? Je trouve ça absolument hallucinant, ce message subliminal dans toutes les romances qui donne l'impression de dire aux lecteurs et lectrices, bon surtout lectrices à mon avis, que voilà, une histoire d'amour ne peut se solder et ne peut être heureuse que si forcément vous vous mariez, et je trouve ça absolument hallucinant, surtout en 2017. Mais bon, bref, passons. Donc si j'enlève le premier chapitre et le dernier, j'ai trouvé que c'était plutôt divertissant, plutôt léger, plutôt voilà, avec de bons sentiments, etc. Le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est que ça se passe normalement en Irlande, mais qu'au final de l'Irlande on n'a quand même pas grand chose. On a quelques références à l'océan, aux chevaux et au pub, voilà, à la musique irlandaise, mais sans plus. Franchement ça pourrait se passer dans la campagne suisse, il n'y aurait pas grande différence à mon avis. Je vais m'arrêter là je pense pour cette vidéo, je pense que c'est mieux parce que c'est déjà bien assez long et que vraiment j'ai très chaud. Mais la prochaine fois je peux d'ores et déjà vous dire que vous verrez mon avis sur le premier tome des Substituts, sur Le Signe du Diable, sur Bird Box et sur Mère Fée qui est ma lecture actuelle, mais il me reste que 15 pages et vous voyez que c'est tout petit, donc c'est sûr, la prochaine fois je vous en parlerai. J'espère vraiment que le bourdonnement du ventilateur ne sera pas trop désagréable. J'en profite pour vous remercier d'avoir eu la curiosité de regarder ma précédente vidéo qui était un petit peu différente de d'habitude et qui présentait une petite maison d'édition plutôt dédiée aux albums pour la jeunesse, mais pas que, et au voyage. Je sais, je constate au bout de 5 ans sur YouTube que la plupart des spectateurs préfèrent se tourner vers des choses qu'ils connaissent, ont un petit peu du mal à sortir de leur zone de confort. Donc voilà, allez voir une vidéo qui parle d'albums pour la jeunesse et d'une petite maison d'édition, ça n'attire pas franchement les foules. Alors merci à ceux qui ont eu la curiosité, qui ont eu envie d'aller un petit peu plus loin que leur zone de confort pour découvrir cette belle maison d'édition qui vaut vraiment le coup. Merci à tous ceux qui continuent à m'envoyer des commentaires très encourageants, qui sont très bienveillants, c'est hyper motivant. Je pense notamment dernièrement à Gwen et à Caroline qui hier m'ont motivée à tourner cette vidéo parce que je vous avoue que vu la chaleur, j'avais pas très envie, enfin si j'ai toujours envie mais bon... Si je peux plutôt rester sur mon canapé à bouquiner ou à regarder une série, voilà. Il faut toujours me pousser un petit peu pour tourner des vidéos et donc avoir des commentaires encourageants et bienveillants, ça me donne l'impulsion qui me manque parfois. Donc merci à ceux qui prennent le temps de regarder, de commenter, de mettre des pouces positifs et de partager ces vidéos. C'est complètement grâce à vous que j'ai envie de continuer. Avant mon départ en Irlande mardi prochain, donc dans 9 jours, j'espère avoir l'occasion de vous tourner la vidéo book haul de l'été puisque j'ai une vingtaine de livres à vous présenter et j'aimerais bien la tourner avant de partir. J'aimerais bien qu'elle soit en ligne au moment où je parte. Voilà, comme ça vous aurez une petite vidéo pendant mon absence d'une semaine. J'essaierai d'être très présente sur les réseaux sociaux pendant ce séjour. J'essaierai de mettre des photos très régulièrement, plusieurs fois par jour je l'espère, sur Instagram et sur Twitter. Je pense que ce sont les deux réseaux sociaux que j'essaierai de privilégier pendant ce séjour, non seulement pour moi me faire des souvenirs, pour vous montrer un petit peu ce que je vivrai au quotidien et pour rassurer tous mes proches qui s'inquiètent grandement de me savoir toute seule à l'étranger. J'espère vraiment ramener beaucoup de souvenirs, j'espère en revenir grandi et j'espère ramener assez de matière pour vous tourner une vidéo pour vous parler de cette expérience qui j'espère sera tellement enrichissante, tellement extraordinaire que j'aurai envie de la reconduire dès que possible, peut-être en 2018, peut-être chaque année, peut-être je ne sais pas. Bref, j'arrête de vous parler de ce séjour en Irlande, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Vous verrez ça la semaine prochaine sur les réseaux sociaux et vous verrez ça à mon retour. Dans tous les cas, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo book haul, je l'espère, avant mon départ.
Bref, prenez soin de vous, belle lecture, merci d'être là, merci pour votre soutien, merci. Et à très bientôt. Salut!